Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour le bilan lecture du mois de décembre 2022. Alors oui, je sais, on a dépassé la mi-janvier, je suis en retard de moins une semaine sur ce bilan lecture. Je n'arrive pas très bien à gérer mon temps en ce début d'année, mais je reviens quand même vous faire ce bilan lecture et je vous remercie déjà pour tous les gentils mots que vous m'avez adressés sur la dernière vidéo, pour me dire que vous appréciez ce format et que vous trouvez ça sympa quand même que je puisse parler de mes lectures dans un format un peu plus long que des formats courts de moins d'1 minute pour chaque lecture. Donc voilà, je vais vous présenter les excellentes lectures que j'ai faites au mois de décembre maintenant. Je vous avais laissé le mois dernier effectivement avec Les Passeurs de l'Absolu, les grands écrivains et dieux de Emmanuel Godeau aux éditions Artege. Il me semble que j'ai fait un avis complet, mais ce qu'il y a à retenir c'était une lecture très intéressante sur à peu près, non il me semble 25 auteurs chrétiens qui parlent effectivement de Dieu, de chacun à leur manière. Qu'Emmanuel Godeau a fait un vrai travail effectivement pour rassembler tous les textes et faire une forme de critique en fait sur la manière qu'a chaque auteur en fait de parler de Dieu et ce qu'il apporte un petit peu au monde. Donc c'est vraiment un livre très intéressant, même si ça peut être un petit peu abstrait quand on n'a pas lu certains auteurs ou comme moi quand on est par exemple hermétique à la poésie, puisqu'il y a plusieurs auteurs qui sont des poètes. Mais je vous le conseille quand même parce que c'est un ouvrage qui est hyper intéressant pour découvrir des auteurs chrétiens et peut-être pour découvrir certaines manières de parler de Dieu qu'on ne connaissait peut-être pas. Moi en tout cas en tant qu'auteur ça a été le cas et j'ai du coup bien envie de lire certains auteurs connus comme Bernanos que je n'ai pas encore découvert. Dans un tout autre registre ensuite je pourrais dire plutôt dévoré en une après-midi, Un Noël de cinéma d'Alex Keane en auto-édition. Je l'ai lu pour être précise pendant le marché de Noël que j'ai fait effectivement pour présenter mes bouquins. Il faisait froid, cette petite lecture m'a vraiment réchauffée. Alors c'est une romance de Noël, ça se passe très vite, c'est toujours le reproche que j'ai à faire pour les romances de Noël, c'est que voilà, on parle de couples qui se forment en moins d'un mois, voilà, c'est l'amour parfait en moins d'un mois. Pour moi ça va trop vite, mais cette histoire était quand même vraiment intéressante parce qu'on retrouve des personnages qui étaient déjà présents dans une autre romance d'Alex Keane que j'avais déjà bien appréciée et on a effectivement des personnages qui ont chacun un background un peu difficile et on a une petite touche historique qui est mise en place en plus du contexte du cinéma qui est mis en place et pas forcément sous son jour le plus glorieux, donc même si ça fait quand même rêver. Tout est très bien documenté, tout est très bien renseigné, c'est assez agréable à suivre et effectivement les personnages sont sympas. Donc voilà, ça se lit avec plaisir, on a envie de savoir la suite, c'est fluide, c'est chouette, donc voilà. Je vous recommande cette lecture et même globalement tous les écrits d'Alex Keane parce que pour l'instant je n'ai pas eu de déception. J'ai parfois quelques difficultés avec les personnages, plutôt parce que ça va vite, encore une fois, mais sinon c'est hyper intéressant et super chouette comme lecture à faire. Après ça, j'ai poursuivi ma réécoute des titres de Gilles Le Gardinier, donc j'ai écouté Une chance sur un milliard de Gilles Le Gardinier, donc lu par Bernard Gabay. Alors, dans mes souvenirs, celui-ci faisait partie de ceux que j'appréciais un peu moins, et je me suis souvenue pourquoi. Si vous n'avez pas encore lu cette histoire, elle est vraiment très touchante, très belle, drôle en plus, mais aussi un peu, je dirais pas dramatique, mais il y a quelque chose quand même dedans qui est difficile. Et en fait, la scène d'ouverture, le prologue de cette histoire, parle d'araignées. Et je me souviens qu'à l'époque, ça m'est revenu quand j'ai écouté le bouquin audio. J'avais failli refermer le livre parce que moi je suis phobie des araignées. Et cette scène d'ouverture, c'était genre l'envahissement par les araignées dans une grange. J'étais là, au secours, au secours, au secours. Mais heureusement, on n'en parle quasiment plus après. Donc voilà, puis l'histoire effectivement est hyper sympa quand même. Donc voilà, je vous la conseille. En plus de ça, la narration par Bernard Gabay est vraiment sympa. Donc, encore une fois, c'est du Gilles Le Gardinier, c'est super intéressant. C'est une jolie comédie, enfin, on peut pas dire que c'est une comédie, mais c'est un joli roman contemporain qui nous fait réfléchir et qui nous pousse à vraiment réfléchir sur le sens de notre vie et à qu'est-ce qu'on donne comme priorité à certaines choses. Et ça, je trouve que c'est précieux. En décembre, j'ai aussi lu Les couples phares de la Bible de Jocelyne Tarnot aux éditions Salvator, collection Bible en main. Et ça, c'est un vrai bijou à lire, mais vraiment. Pourquoi? Parce qu'en fait, Jocelyne Tarnot a déjà vraiment un talent de conteuse et qu'elle apporte beaucoup de connaissances sur des couples qu'on connaître. On pense connaître que, voilà, il y a 8 couples là-dedans de l'Ancien Testament. Jacob et Rachel, Isaac et Rebecca, Abraham et Sarah, et même Adam et Ève. Et en fait, chacun a quelque chose à nous dire, effectivement, sur la famille, sur la manière de vivre le mariage. Et ce que j'ai énormément apprécié, que j'aime
énormément effectivement lire dans ce genre de texte, c'est qu'il y a beaucoup de contextualisation, beaucoup d'explications sur la tradition hébraïque, beaucoup d'explications sur qu'est-ce qui a été dit dans le texte biblique et qu'est-ce que ça voulait dire comme signification à l'époque. Donc voilà, c'est hyper précieux. Ça pourrait être dense, mais en fait, justement, Jocelyne Tarnot réussit à nous présenter ça avec beaucoup de facilité. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était hyper fluide. On se perd pas, on se prend pas la tête, mais au contraire, en fait, on se laisse émerveiller par ce qu'elle nous présente. Et elle conclut avec d'une superbe manière, en fait, pour effectivement sortir de ces couples et généraliser aussi avec notre temps. Donc voilà, ce sont des couples qui ont eu lieu, enfin, qui se situent dans l'histoire bien avant nous, mais qui ont encore beaucoup de choses à nous dire maintenant. Donc je peux que vous le conseiller, tant par la richesse effectivement on va dire, biblique, que par tout ce que ce livre peut nous apporter, qu'on soit chrétien ou qu'on soit pas chrétien en fait. J'ai lu ensuite Sophie et les 7 médailles du bonheur de Anne-Sophie Chauvet aux éditions MAM. J'ai été très contente de lire ce livre parce que effectivement, je connais Anne-Sophie Chauvet avec sa série Les 4 aventuriers aux éditions Emmanuel Jeunesse. Et là, en fait, effectivement, on est un petit peu plus dans la partie adolescent, mais adolescent 16-18 ans, avec une héroïne, effectivement, qui a vécu un grand drame et qui essaye de se relever après ce drame. Et bah voilà, elle va faire une jolie rencontre un peu bizarre. Mais on va la suivre, effectivement, dans son chemin de guérison intérieure. Et ce livre m'a profondément touchée. Il m'a émue aux larmes dès le prologue. Je ne peux même pas vous expliquer pourquoi, parce que je voudrais pas vous spoiler. Mais pour moi, vraiment tout est extrêmement bien décrit, tout est poignant. J'ai été bluffée par le nombre de personnages qui en fait permettent de retracer l'histoire, parce qu'on ne suit pas toujours Sophie. La narration ne concerne pas toujours que Sophie. Donc voilà, c'était incroyable. On a plusieurs supports aussi. On n'est pas toujours dans la narration ni dans la discussion. On est parfois dans les échanges de SMS ou dans des appels. Et tout est hyper bien mené. Donc vraiment... je l'ai trouvé vraiment très beau, très touchant. La conclusion aussi est très belle. Mais voilà, je vous préviens que, surtout si vous êtes parents, vous risquez de vous faire d'être profondément ému par cette histoire qui nous touchera. Enfin, que je trouve que voilà, elle est très belle, vivante. Et je pense qu'elle peut tous nous toucher un petit peu de notre humanité. Enfin, voilà, il y aurait trop de mots à dire, mais voilà, tout ce qu'il faut retenir, c'est que je ne pleure quasiment jamais en lisant un bouquin, mais celui-ci, j'ai pleuré, voilà. Après ça, j'ai poursuivi ma découverte des Famillius de Nicolas Doucet, donc j'ai lu les tomes 13 et 14, L'Union fait la farce et La course ou la vie, publiés tous les deux aux éditions Plein Vent. Et je crois pouvoir dire qu'effectivement cette série se bonifie en fait au fil du temps. Plus ça va, plus les gags sont drôles, ça se renouvelle perpétuellement. C'est simple, ce sont des gags je crois dans lesquels on peut tous se retrouver, qu'on soit parents ou qu'on ne soit pas parents, qu'on ait vécu dans une famille aussi nombreuse que la leur ou pas. C'est vraiment hyper sympa, c'est accessible à tout âge. Ça peut faire rire quand on est enfant et quand on est adulte, on peut capter ce petit côté qui nous élève et qui nous fait réfléchir effectivement sur ces situations drôles, mais qui ont peut-être quelque chose à nous apporter et à nous faire réfléchir sur notre quotidien. Donc vraiment, c'est pour moi une excellente découverte et pour être honnête, je crois que je vais m'acheter le tome 2 et peut-être le 3 pour me faire plaisir en tout cas au mois de janvier. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est les aider. En décembre, j'ai lu aussi Les étincelles de nuit de Lorraine Lederman en auto-édition. Alors, j'étais très contente de pouvoir lire ce court roman qui, je crois, fait moins de 200 pages. Je l'ai lu assez rapidement, même si, en fait, j'ai eu un petit peu de mal avec. Parce que j'ai eu du mal au départ, parce qu'il n'y a quasiment pas de dialogue. Et pour moi, c'est ce qui dynamise vraiment un récit, c'est d'avoir effectivement du dialogue. Et en fait, on arrive à 40% je crois du bouquin, et enfin, finalement, on a du dialogue et effectivement les choses prennent un peu plus leur envol, et j'ai eu un petit peu mal avec le caractère de l'héroïne qui effectivement au fur et à mesure s'ouvre un peu plus, mais je crois que quand on regarde l'ensemble, une fois qu'on a fini la lecture, on se rend compte que ça fait partie aussi de l'évolution du personnage, qu'au départ elle est très fermée, elle parle pas ou alors elle se laisse effectivement porter un peu par les autres, et plus ça va, plus elle prend le contrôle, même si effectivement certaines réflexions parfois m'ont un petit peu irritée. Mais c'était sa manière de penser et du coup elle évolue et c'était assez chouette. J'ai cependant, comme j'en ai déjà parlé, comme je l'ai déjà dit sur les réseaux sociaux quand j'ai publié mon avis écrit,
Il y a deux petites choses que je trouve dommage, c'est que je trouve que le récit se termine trop vite. Moi j'aurais bien aimé beaucoup plus de développement parce qu'on a l'impression qu'on est lâché trop vite. Mais voilà, ça ne se commande pas non plus de la part de l'auteur. Il suit un petit peu ce que son personnage lui dit aussi. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait c'est l'histoire d'une jeune femme qui découvre, grâce à des lettres un peu anonymes, qui était son grand-père Patrice de la Tour du Pin, qui est en fait un poète chrétien qu'elle n'a jamais connu, dont elle connaît effectivement l'histoire familiale, mais qu'elle n'a jamais osé lire, et qu'elle va découvrir au travers de ces lettres, et on va du coup avoir en tant que lecteur plusieurs extraits de ces ouvrages dans le texte. Le problème pour moi, c'est qu'effectivement l'auteur n'a pas rebondi sur les extraits. Ils sont présentés comme ça, avec des œuvres en plus de peinture ou d'autres qui sont mis en parallèle. Elle rebondit pas sur ce que ça lui procure. Est-ce qu'elle trouve ça imperméable? Est-ce qu'elle trouve ça intéressant? Est-ce que ça résonne en elle? Et je trouve que pour moi, en fait, effectivement, qui suis, comme je le répète, je l'ai déjà dit au début de la vidéo, je suis imperméable en fait à la poésie. J'ai trouvé ça dommage parce que je savais pas quoi faire avec ces extraits-là qui étaient pourtant intéressants, qui faisaient peut-être réfléchir, mais du coup, j'avais un peu l'impression qu'ils étaient posés là. Mais voilà, ça reste quand même un livre hyper intéressant et je vous conseille, si vous voulez découvrir un petit peu plus effectivement Patrice de la Tour du Pin, et si vous avez envie de tester effectivement une auteure qui n'est pas très très connue. Voilà. Après ça, j'ai lu 2 livres de la collection Témoins de l'invisible, donc aux éditions Emmanuel Jeunesse. Charles de Foucault, d'abord écrit par Clotilde Janin, puis Don Bosco, écrit par Marie Berthier. Je profite effectivement d'avoir un format long pour enfin faire une comparaison entre les deux, puisque je les ai lus l'un à la suite, et je trouve en fait qu'ils se complètent très bien l'un et l'autre. Donc voilà, j'en profite pour vous en parler comme ça, et non pas en format court avec un seul de ces bouquins. J'ai commencé donc avec Charles de Foucault, qui est un saint qui a été récemment canonisé donc en 2022, qui est un saint en fait qui a un joli parcours de vie. Au départ, il était assez réfractaire à l'autorité, il a fait une école militaire, ça s'est pas très bien passé, au contraire, jusqu'au moment où il a eu une prise de conscience effectivement, où ça a un petit peu tout changé. Il est parti explorer le Maroc, il a fait de la cartographie pour la France, enfin il a aidé à cartographier, puis je vais y arriver, à cartographier, purée, wow, à cartographier, pardon, l'Amérique, mais je savais pas aujourd'hui, hein, l'Afrique, pardon, du Nord. Et pendant ce temps, en fait, il continue à chercher le sens de sa vie, et il a fini par rencontrer Jésus, en fait, un peu au hasard, comme ça, et c'est devenu vraiment le centre de sa vie, et il a voulu imiter la pauvreté de la famille de Nazareth à fond, à tel point qu'en fait, quand il a été, effectivement, il est rentré chez les frères, quand il s'est fait moine, il a un peu surpris tout le monde par cette aspiration à la pauvreté radicale, mais vraiment, ça paraissait, même pour ceux qui avaient fait vœu de pauvreté, ça paraissait extrême. Et effectivement, il est mort pendant sa mission effectivement dans le désert, mais il a laissé derrière lui une empreinte d'une grande douceur et effectivement d'une profonde humilité. Et pour l'histoire de Don Bosco, c'est effectivement, Don Bosco c'est différent. Depuis qu'il est enfant, il sait qu'il veut devenir prêtre. Alors le chemin n'est pas toujours évident, mais il va devenir prêtre et il va chercher effectivement à évangéliser les jeunes et surtout à ne pas laisser errer en fait dans les rues de... je ne sais plus quelle ville, en Italie, à Turin, voilà. Il va œuvrer dans les rues de Turin et il va... sa devise va être effectivement évangéliser par l'éducation et éduquer pour évangéliser. Je sais plus, il y a un lien entre l'évangélisation et l'éducation. Et du coup, on est effectivement sur des parcours totalement différents, mais hyper, je trouve, complémentaires, parce que là, on a un saint qui ne voulait pas parler de Jésus tout de suite, qui voulait d'abord vivre de la charité, et là, un saint qui couplait en fait deux actions, qui couplait sa vie de prêtre et d'éducation des enfants avec le fait de parler de Jésus et de voilà. Donc l'évangélisation et l'éducation allaient de pair, et c'est deux manières différentes en fait de vivre sa foi, de vivre l'évangélisation, et tous les deux en fait sont devenus saints. Donc je trouve ça hyper précieux de voir plusieurs vies de saints. Et en plus de ça, Clotilde Janin a choisi une narration en fait à la 3e personne qui fait un récit très doux, qui nous porte bien facilement. Et Marie Berthier a fait le choix pour Don Bosco de faire une narration à la 1re personne. Donc ça donne deux dynamiques totalement différentes qui répondent encore une fois très bien en fait à la personnalité, je trouve, de chacun. Parce que l'humilité et la douceur de Charles de Foucault effectivement apportent une très belle, une très jolie tendresse en fait à cette figure.
à laquelle la troisième personne du singulier répond très bien. Et pour Don Bosco, qui était effectivement très dynamique, qui cherchait, qui faisait rire les enfants, qui s'est servi de tous les talents qu'il a eu et qui était un peu facétieux, le fait d'avoir la première personne permet de nous le rendre beaucoup plus vivant, beaucoup plus dynamique, et ça correspond là aussi très très bien avec son caractère. Donc voilà, un grand succès pour moi. N'hésitez pas à les lire et à découvrir d'autres ouvrages de cette collection, parce que je pense que ça doit être juste trop bien. Mais moi en tout cas, je vais me procurer d'autres ouvrages de cette collection parce que j'ai été charmée par les 2 premiers exemples que j'ai lus. Toujours aux éditions Emmanuel, j'ai lu De l'Islam à Jésus-Christ, 12 récits de cœur transformés de Christine Vogel-Turenne. Et c'était trop bien. J'avais pas de doute sur le fait que ça allait être super bien parce que j'aime beaucoup les témoignages. Et j'avoue qu'en fait, les gens qui se convertissent d'une religion à une autre me questionnent toujours beaucoup, m'interpellent dans ma foi, parce que moi qui ai grandi dans le christianisme, dans le catholicisme, des gens qui décident à l'âge adulte de choisir notre foi, ça ravive toujours effectivement la mienne, comme le disait Christine Vogel-Turenne, ça galvanise en fait effectivement notre foi, ça nous questionne sur notre relation à Jésus, que eux ils vivent du coup beaucoup plus forte. Donc voilà, et je trouve que l'islam aussi, qui a pas forcément bonne presse ces temps-ci, voilà, on entend beaucoup de choses, on sait pas beaucoup de trucs. Donc voilà, ce sont des personnes qui ont vécu l'islam de l'intérieur, que ce soit par tradition, parce qu'ils ont grandi dedans, ou parce qu'ils l'ont croisé dans leur parcours et qu'ils ont décidé de devenir musulmans, et qu'après ils sont devenus chrétiens. Voilà. On a 12 récits qui sont chacun uniques, qui ne se sont pas déroulés dans le même temps. Je crois que pour certains, la conversion date d'il y a 30 ans en arrière, voire plus. Donc on a 12 récits assez uniques de personnes qui ont en commun d'avoir rencontré Jésus-Christ et d'avoir croisé l'islam sur leur route. Et c'était vraiment, je trouve que tout était très fluide, que tout m'a interpellée de manière différente, et je vous conseille vraiment de le lire parce que ça nous questionne aussi sur notre manière d'accueillir en fait les personnes qui viennent d'autres religions, d'autres confessions, quand ils se rapprochent de nous, quand ils se convertissent au catholicisme, et la manière effectivement dont on accepte qu'ils aient vécu des choses parfois beaucoup plus spectaculaires que ce que nous on vit dans nos quotidiens et dans notre rapport à Dieu, dans notre vie de prière. Donc voilà, ça, je trouve que ça ouvre l'esprit pour mieux les accueillir, et en même temps ça nous questionne aussi sur notre manière de vivre les signes et de vivre notre foi au quotidien. À lire. Parlons cette fois-ci d'une lecture qui n'a... C'était pas un bon matchy comme on dit. J'ai lu Un Noël blanc aux neiges éternelles de Georgina Tuna Sorin en auto-édition. Alors, ça faisait un petit moment que j'avais envie de lire cet auteur qui est juste super gentil, qui est hyper dynamique sur les réseaux, vraiment j'aime beaucoup la suivre, j'aime bien ce qu'elle fait, et j'ai profité effectivement qu'elle ait sorti une romance de Noël pour me plonger dedans. Alors, j'ai été ravie par sa plume, par sa maîtrise du contexte, la manière dont elle développe la psychologie de ses personnages, mais j'ai pas du tout adhéré avec les personnages, ni avec l'intrigue en elle-même. C'est vraiment une histoire d'affinité, je pense que l'histoire était pas faite pour moi. Les choses m'ont paru clichés, peut-être parce que je m'y attendais, que j'ai tendance à trouver que c'était trop simple, ou effectivement c'était des choses qui me convenaient moins, qui m'ont grippé un peu, et après réflexion, parce que j'ai quand même beaucoup réfléchi, je réfléchis beaucoup quand un livre ne me plaît pas, pour comprendre pourquoi. En fait, le prologue présente une note négative qui ne présente pas, en fait, il n'y a pas de phrase qui aspire effectivement à un mieux après. On finit sur beaucoup de colère, beaucoup de déception, et pour moi, en fait, je pense que je suis restée là-dessus, parce que je ne voyais pas comment cette situation pouvait s'améliorer vraiment sur la suite, comment on pouvait déboucher sur une jolie romance de Noël après cette scène-là. Donc je suis restée un peu là-dessus, sur une impression de malaise, et effectivement, j'ai retrouvé certaines situations qui m'ont mise bien mal à l'aise aussi, qui m'ont vraiment gênée. Je vais pas spoiler, mais des situations dans lesquelles je pourrais jamais me retrouver, ce qui fait que j'ai eu l'impression d'être à des années-lumière en fait de cette héroïne, qui pourtant effectivement m'a attendri bien des fois. Donc voilà, il y a plusieurs scènes qui m'ont touchée, j'ai rigolé à certains passages aussi, il y a beaucoup d'humour et les dialogues sont très très dynamiques, mais encore une fois je pense tout simplement que cette histoire n'était pas faite pour moi, je n'étais pas le bon public. Donc voilà, je vous invite à vous faire votre propre idée pour cette histoire, mais elle a en tout cas beaucoup de qualité. La narration effectivement, le contexte de petite station de ski, avec tous les renseignements qu'il y a autour sur le contexte, c'était vraiment hyper intéressant. Donc voilà, encore une fois, les histoires d'affinité avec les personnages et les intrigues, ça s'explique pas trop. Donc voilà, ça arrive, hélas. Mais je vous le conseille quand même pour que vous fassiez votre propre idée. Et je vais donc terminer avec 2 lectures à cheval pour 2022-2023, pour décembre et janvier. Donc j'ai commencé sans terminer Les Maîtres du Vent de Juliette Boyok, aux éditions Arte Jeunesse / Plein Vent.
une lecture que j'ai beaucoup appréciée, même si j'ai eu du mal au début parce que je ne voyais pas trop où on allait, je trouvais ça un petit peu brouillon, il y avait aussi beaucoup de références culturelles dans ce monde effectivement très... où il y a beaucoup de cultures qui se croisent et j'avais du mal à me retrouver. C'est toujours le problème quand je commence une fantaisie, je trouve que voilà, quand on n'est pas habitué aux prénoms de fantaisie, tout ça, il faut un moment pour se repérer. Et finalement, en fait, je me suis laissée embarquer par cette histoire qui était vraiment hyper intéressante. La conclusion, en fait, rassemble tout ce qui s'est passé voilà, et le gros avantage, c'est que c'est un one-shot. C'est difficile de faire tenir tout un univers de fantasy et toute une intrigue de fantasy en un seul tome, mais Judith Boyock, elle l'a réussi, surtout pour un premier tome, je trouve ça assez exceptionnel. Dixit, la fille qui a quand même réussi à écrire une trilogie et en diptyque en guise de première série. Généralement, quand on commence à écrire, on fait gros. Et on fait beaucoup. Donc vraiment, réussir à faire peu et aussi condensé, c'est quand même hyper impressionnant. Et c'est bien écrit, bref, ça nous embarque. Et moi, ça m'a transporté, ça m'a fasciné. Je trouve que l'imaginaire qui est mis en place est juste fou. Un imaginaire autour du vent, mais pas que. Avec des spécificités qui se rapprochent parfois de la culture, je crois, asiatique, nippone. Avec d'autres choses plus, je dirais pas méditerranéennes, mais effectivement dans des cultures un peu plus, effectivement, du pourtour méditerranéen. Et encore d'autres éléments que l'auteur a vraiment mixé dedans. Et ça donne une histoire qui est vraiment intéressante, avec un personnage qui évolue, qui a vraiment une belle évolution psychologique. Et ça, pour moi, c'est toujours le must dans une histoire, c'est quand on a vraiment un personnage qui au départ fait des erreurs, qu'on peut apprécier, mais qu'on se dit quand même là, je plus sois pas trop. Et en fait, effectivement, il grandit, il s'assagit, et ça j'aime beaucoup. Donc je peux que vous conseiller. Voilà, je vous aurais fait un avis complet, mais je vous le conseille vraiment. Et on va passer du coup à la deuxième lecture que j'ai terminée bien plus tard dans le mois de janvier. Il s'agit de Mardi soir 19h, toujours de Gilles Le Gardinier, lu par Clémentine Domptel. Alors, ça a été une chouette réécoute, relecture, je crois que je ne l'avais pas encore écoutée en version audio. C'était sympa, sachant que Mardi soir 19h, c'est une jeune femme qui s'aperçoit un soir qu'elle a perdu en fait sa joie de vivre, son insouciance, et qu'elle ne sait plus vraiment où elle va dans sa vie. Ça fait 2 ans qu'elle est avec le même garçon et puis qu'ils avancent pas. Donc elle se demande vraiment si elle l'aime. Voilà. Donc elle remet toute sa vie en question, quasiment en un instant. Et on va suivre en fait son parcours pour retrouver du sens dans sa vie. Et j'ai beaucoup apprécié parce qu'effectivement, déjà c'est toujours plein d'humour et je le trouve très attendrissant de bien des manières. En plus de ça, on est dans le milieu hospitalier que je trouve très bien renseigné et j'ai trouvé la dynamique assez chouette. Voilà, puis on va pas se cacher que ce petit côté romantique qui est ajouté dedans est toujours bien chouette. Donc voilà, puis la narration par Clémentine Domptel est toujours sympa. Je vous mettrai... Elle a lu un autre livre de Gilles Le Gardinier, je crois que c'est Ça peut pas rater, que j'avais déjà beaucoup apprécié. Donc voilà, le récit est dynamique, le ton y est, et c'est un vrai plaisir à écouter. Donc je peux que vous le conseiller. Et voilà, ce sera tout pour ce bilan lecture de décembre 2022 qui est enfin arrivé. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Merci encore une fois d'être là, merci de me rejoindre, de vous abonner. Même si le nombre d'abonnés baisse tranquillement, je vois qu'il y a des gens qui s'abonnent et qui nous rejoignent, donc merci d'être là. Merci de me regarder, merci de me soutenir, discrètement ou plus ou moins discrètement on va dire. Merci. C'est aussi pour vous que je continue, par plaisir de partager avec vous. Donc voilà, 2023, ça sera encore un petit peu de nous, et puis surtout beaucoup de lecture. Je vous souhaite d'excellents rêves, qu'ils soient en mots ou non, et je vous souhaite un excellent week-end aussi. À bientôt!